Bonjour les Nakama, ici Réal Roronoa. Alors aujourd'hui nous allons faire la revue analyse de One Piece, chapitre 918. Un chapitre, ma foi, bien passionnant. Avant de commencer, je tiens à saluer la venue d'un nouvel abonné, Kaishin, qui est aussi collègue youtubeur et théoricien. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Sinon nous les amis, je vous dis à tout de suite. Bon les amis, cette revue analyse, nous allons la partager en 4 parties. Nous allons faire Tama sauvé, Law versus Hawkins, le festin, et enfin les compléments. Donc commençons par Tama sauvé. Dans le dernier scan, nous avions assisté au sauvetage de Tama par Luffy, qui, énervé par les supplices que Tama a subis, a fini par one-shooter Oldham. De son côté, Zoro, lui, a capturé le navire de provisions, et a embarqué Kiku avec lui, direction le village Okobore. Tout cela s'est déroulé sous les yeux impuissants de Speed et de ses sbires, qui, comme on l'a appris, sont sous le commandement de Jack la sécheresse. Et enfin, à l'entrée du village, Law, qui compte cacher son identité, a stoppé Hawkins. Là, le scan redémarre sur Luffy, qui avait dû lâcher Tama puncher Oldham, et là, du coup, la récupère. Bien décidé à revenir au plan initial, c'est-à-dire vol et fuit, il fonce direction Okobore, sous les yeux ahuris des sbires de Kaido, et sous le regard non surpris de Zoro, qui voit une fois de plus son capitaine faire l'inverse du plan initial, en ayant frappé Oldham. Sur le chemin de Luffy se trouve l'arrière-train d'un cheval. Luffy saute sur l'occasion pour chevaucher le destrier, qui n'est rien d'autre que Speed elle-même. Mais cancelant chaîne, il demande à Tama de faire un dango pour amadouer la senteur. L'effet qui normalement ne marche que sur les bêtes fonctionne sur Speed, qui elle se prend fondamentalement pour un cheval. Et cette dernière est sous l'emprise de Tama, qui lui ordonne de foncer vers l'entrée du village, et qui va de son côté serrer tendrement Luffy à la taille, car le Jet Hawk qu'il a utilisé contre Oldham lui a fait ressonger à Ace. Passons à Law versus Hawkins. Pendant ce temps, à l'entrée du village, Law et Hawkins ont démarré leur affrontement. Il n'aura fallu que la première utilisation de son pouvoir combiné au tatouage sur les doigts de Law pour que Hawkins ne le reconnaisse, tandis que de son côté, Law lui essaie juste de gagner du temps et essaie de découvrir le réel pouvoir de Hawkins qui, encore une fois, était censé être coupé en deux, mais c'est un de ses sbires qui a subi l'effet. Hawkins, lassé de ce petit jeu, va enlever le Kaza de Law et va essayer de le choquer en révélant qu'il est au courant de l'alliance avec les Mugiwara, qu'il a déjà rencontré auparavant bien sûr, et que son plan était de rester incognito un certain moment. Mais ce qui va énerver le plus Law, c'est que les sbires de Hawkins s'informent via escargophone que Luffy a défoncé Oldham et que du coup ils ont contacté Jack. Là, le pire scénario envisagé par Law est en train de se produire. C'est à ce moment précis que débarque Zoro et son navire de provisions, balayant tous les sbires de Kaido dans son sillage et mettant fin à la confrontation des supernovas en embarquant avec lui Law au passage. À peine arrivé, Law se plaint à Zoro d'avoir été contre son plan et que de leur faute Jack va débarquer, ce qui n'est pas bien. Passons maintenant au festin. Mais ce n'est pas le temps des sermons. Okobore est en vue et Zoro prend la décision de faire débarquer toutes les provisions et de les offrir aux habitants affamés qui accueillent ce don comme une grande bénédiction, se remplissant la panse ivre de bonheur. Quelques gifters présents ne comprennent pas la situation et préviennent les habitants que ce ne sont pas les restes habituels. Ces derniers seront assommés par un lâcher d'une immense cuve d'eau potable, les assommant dans sa chute. Et là, Luffy va annoncer haut et fort que si on demande qui a fait le coup, de dire que c'était Luffy Taro. Et c'est seulement à ce moment-là que Luffy va apercevoir Law, qui lui révèle les conséquences de son acte. Fini l'arrivée surprise à Wano, maintenant, ils ont déclaré la guerre à ce pays en provoquant une révolte. Mais pour Luffy, ce n'est qu'un début. De son côté, Hawkins qui est arrivé sur la place et constate les dégâts, semble faire un rapport via le cargophone expliquant qu'à 3 contre 1, il ne pouvait rien faire. Retour à Okobore, où Tama savoure une pomme, mais Luffy lui dit de ne pas se limiter à ce simple bonheur et lui déclare que lorsqu'ils auront quitté Wano, il aura déjà tout changé dans le pays et que manger sainement sera redevenu la normalité. Et là, dans ses propos, Tama réentend les propres paroles de Ace et sa promesse, ce qui va émouvoir la jeune fille une fois de plus. Alors que Zoro remotive les troupes en annonçant l'arrivée imminente de Jack, Law, lui de son côté, va faire une proposition à Luffy, c'est-à-dire se rendre au château des Kuzuki et d'y rencontrer des esprits. Bon, sans transition, on va passer directement au complément. Alors pour commencer les compléments, on va d'abord revenir sur Tama. On avait déjà fait étalage dans les dernières reviews de son pouvoir et j'avais émis l'hypothèse que son pouvoir ne marchait uniquement que sur les bêtes et
et pas sur les hommes, et que c'était réellement le fait d'amadouer les bêtes sauvages qui semblait intéresser énormément Oldham. Je vous avais expliqué par rapport à son lion qui était toujours en contrainte avec lui, le fait d'avoir ses boulettes lui permettait de justement l'amadouer et pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc là on apprend dans ce scan que effectivement les fameux Dango de Tama servent, mais ici dans ce scan on a eu l'espèce d'exception qui confirme la règle avec Speed, parce qu'on a vu que Speed en mangeant le Dango est totalement sous l'emprise de Tama et ne répond qu'à ses ordres. Luffy a beau essayer de lui dire quoi faire, Speed ne lui répond pas, elle ne répond qu'aux ordres de Tama. Alors pourquoi Speed s'est laissé avoir comme ça? C'est tout simple, comme on l'avait vu au scan d'avant, la fameuse Speed n'a qu'une idée en tête, c'est qu'elle est un cheval. Elle doit adorer cet animal au plus profond d'elle-même. Alors on l'avait vu au scan d'avant parce qu'elle était persuadée d'avoir la même vision que le cheval. Et elle avait affirmé haut et fort qu'elle avait une vision à 350 degrés. Alors comme je vous l'avais dit, tout cela est bien faux. Elle ne possède pas ce type de vision. On le voit bien encore ici dans ce scan où elle n'aperçoit pas Luffy qui lui monte dessus. Par contre, elle se retourne pour voir qui c'est. Donc vous voyez bien, elle n'a pas la vision à 360 degrés. Donc là, on voit bien ici que le pouvoir de Tama est quand même bien sympathique. Après, on peut se demander pourquoi justement Speed va manger le Dango. Là, il a une solution assez simple, c'est que les Dango sont faits à base de millet qui se rapproche au foin que l'on connaît, et les chevaux adorent le foin, donc forcément Speed se prenant pour un cheval a mangé le Dango avec grand appétit. Et le fait qu'elle se croit réellement être un cheval, ça se rapproche un petit peu de l'hypnose. Elle est persuadée au fond d'elle d'être un cheval. C'est pour ça qu'elle est tombée sous l'emprise de Tama. Alors le problème c'est qu'on la voit chevaucher avec Luffy et Tama jusqu'à Okobore, mais une fois arrivée à Okobore, on ne sait pas ce qui est advenu d'elle. Alors sera-t-elle encore sous l'emprise de Tama pendant un certain temps? Là c'est tout le mystère, et c'est justement le fameux pouvoir de Tama qui nous le révélera. Parce que est-ce que l'animal qui a mangé le Dango devient ad vitam, c'est-à-dire pour l'éternité sous l'emprise de Tama, ou est-ce un effet à durée limitée? Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est par rapport au fameux singe que l'on avait vu au tout départ de l'arc Wano. Si cela reste pour l'éternité, là, Speed maintenant, elle est du côté des Mugiwara. On a le singe qui est aussi du côté des Mugiwara, et ça c'est pas des alliés en carton, parce que Speed, en tant que Shinichi, est quand même censé être au-dessus des gifters, donc c'est un allié de 2 points. En même temps, pour Bern et Jack, vous voyez, avec l'eau dans les parages, ça pourrait être un stratagème bien sympathique. Mais bon, cela est une autre histoire. Alors ce qui me fait penser justement que l'effet est permanent, eh bien c'est, regardez bien, le Komeinu. Le Komeinu est toujours sous l'effet du charme de Tama. Alors est-ce que Tama le nourrissait régulièrement pour obtenir cet effet, ou est-ce qu'un seul Dango a marché? Là, nous le verrons cela à l'avenir. Maintenant, pour continuer avec Tama, revenons à la fameuse promesse de Ace. Alors ici, ce qui est beau dans ce scan, c'est qu'on voit que Luffy va reprendre le flambeau de Ace. Alors tout d'abord, Tama a reconnu en Luffy l'attaque de son cher et tendre Ace avec son Jet Hawk, qui nous avait été présenté sur l'île des hommes poissons comme une dédicace justement à Ace. Donc ce n'était pas anodin. Donc déjà que Tama avait sympathisé avec Luffy auparavant, là de plus en plus ce dernier lui rappelle un petit peu son Ace, et là, comble du bonheur pour elle à la fin, Luffy va prononcer exactement les mêmes propos que Ace. En effet, les deux frères ont le même système de pensée, et ayant vu un petit peu la famine régnant sur Wano, tous deux se sont dit, je vais défoncer tout ça, et je vais vous permettre de manger à votre faim tous les jours. Donc la promesse de Ace, qui n'était pas assez fort au moment où il a débarqué sur Wano, n'a pas pu être tenue puisque notre pauvre Ace est mort, et là maintenant c'est Luffy qui va reprendre le flambeau, et Tama va la suivre. Alors je vois déjà beaucoup de gens dire, ça y est, maintenant Tama c'est la future Nakama, elle a tout fait pour justement rejoindre Ace, maintenant elle voit Ace en Luffy, donc elle pourrait se dire, je vais suivre Luffy. Donc Luffy va lui dire la même chose qu'à Ace à la fin, c'est-à-dire, je reviendrai te chercher quand tu seras plus grande. Peut-être une future Nakama par la suite, mais moi je pense que dans la reconstruction de Wano, après la révolte et tous les dégâts qui sera fait avec les hommes de Kaido, elle aura un rôle primordial pour reconstruire le pays. Un petit peu comme le devoir qu'avait Vivi envers son pays à Alabasta. Alors on peut se dire, oui, mais là, on a déjà Momonotsuke qui va faire ce rôle, donc
c'est pour ça que Momonosuke ne pourra pas être pirate par la suite, mais vous verrez, il y a un lien étroit entre Tama et Momonosuke. Moi je dis pour les fans de romance, Tama X Momonosuke, vous verrez, c'est déjà prévu. Alors pour continuer sur nos fameux Shinichi, donc je vous ai parlé de Speed, parlons aussi maintenant vite fait de Hold'em. Donc je vous l'avais dit au scan d'avant, le nom du lion permettait de dire que c'était le deuxième petit frère. Là on a vu que Luffy, en fin de scan dernier, avait one-shooté Hold'em, mais avait frappé Hold'em lui-même, n'avait pas frappé le lion. Et là on le retrouve à terre, où Hold'em est complètement sonné, mais le lion, lui, n'est pas sonné le moins du monde. Donc ça prouve bien que c'est bien deux entités différentes. Le seul problème pour le lion, c'est qu'il n'a pas sa propre mobilité. Donc on a vu que tous les sbires de Hold'em, ils s'étaient paniqués par rapport à ça, et directement, dès qu'ils ont vu qu'il avait été assommé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prévenu notre cher Jack, ce qui promet quand même beaucoup de choses à venir. Mais attendez, nous allons y revenir plus tard. Là, on va s'intéresser à un autre sujet bien marrant, c'est notre fameux Hawkins. Je m'évertue à vous dire depuis quelques scans que Hawkins a un plan pour renverser Kaido de son côté. Je vous l'avais dit, lors de sa première rencontre avec Luffy, il avait estimé les chances de survie de Luffy sur 1 mois, donc il avait prévu quand même un combat sur une longue durée. Mais que ce n'était pas anodin, peut-être qu'il jaugeait le pour et le contre de lui avouer ses propres ambitions. Si Luffy avait eu des probabilités de survie bien plus grandes, sûrement que Hawkins lui aurait déjà révélé son plan. Alors ça reste dans l'hypothétique les amis, mais vous allez voir, avec la suite, ça devient encore beaucoup plus concret. Je vous l'avais dit aussi pendant diverses reviews, Hawkins prévient les sbires de Kaido que les Mugiwara sont dangereux, mais il ne prévient jamais que ce sont les Mugiwara eux-mêmes. Il leur laisse penser que c'est justement les fameux voleurs. Il n'a jamais révélé leur identité. Et là, dans ce scan-ci, on le voit, il rencontre Law. Donc on a vu un petit peu le début du combat Law-Hawkins. Alors j'ai été surpris de voir que Law directement allait utiliser son pouvoir contre Hawkins. Alors là, connaissant ce dernier, on se dit, mais what the fuck, tu sais très bien que quand tu vas utiliser ton pouvoir, tu vas être reconnu. Donc pourquoi tu le fais si tu veux cacher ton identité? C'est assez incompréhensible de la part de Law. Bon, effectivement, il s'est fait reconnaître et il n'y a pas eu de souci. Et là, on a vu une petite discussion bien sympathique entre Law et Hawkins. Alors quand on regarde bien la discussion, on se rend compte que Hawkins prêche le faux pour savoir le vrai. On n'est pas sûr à 100% qu'il sache que Law et les Mugiwara sont de connivence, même si les coïncidences, le fait que là Bakura se fait attaquer, les Mugiwara sont présents et que Law soit là, ce n'est pas anodin, surtout qu'ils arrivent en même temps sur Wano. Vous voyez, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour se dire tiens, il y a peut-être une connivence entre les deux. Mais il n'en est pas sûr, mais dans les propos qu'il fait à Law, c'est là qu'il remarque par rapport à ses réactions ce qu'il se passe, et Hawkins, étant très malin, va même mettre en avant ses hypothèses pour vraiment voir les effets sur Law. Là, on a vu ici que Law était le plus énervé quand il a entendu le rapport des sbires de Kaido en annonçant qu'ils avaient prévenu Jack parce que Luffy avait fait quoi? Qu'il avait shooté Hold'em. Et Law a encore pété un câble. Une fois de plus, Luffy a tout foutu en l'air en 2 secondes. Mais là, maintenant, en revenant à notre fameux Hawkins, on voit aussi dans ce scan qu'il est en train de communiquer avec une personne pour faire l'état des faits. Alors là, on voit l'escargophone, mais qui est bien calme. Alors pourquoi je vous dis ça les amis? C'est tout simple. On a vu à diverses reprises dans One Piece que les escargophones reproduisaient les émotions des personnages. Or, on sait que Jack n'est pas quelqu'un de patient et surtout n'est pas quelqu'un qui pardonne l'échec. On l'a vu avec Shipsama, si vous vous rappelez, sur Zou. Donc je ne pense pas que Hawkins, en disant tout simplement ils étaient à 3 contre 1, je ne pouvais rien faire contre eux, Jack soit resté ainsi de marbre et que son Dendenmushi n'ait pas réagi. À qui, justement, ce fameux Hawkins fait cet état des faits. Alors, si on reste dans mon stratagème que Hawkins veut se rebeller contre Kaido, on sait très bien qu'il ne va pas le faire tout seul. Donc on sait qu'il y a 2 autres supernovas qui sont là et sous la gouverne de Kaido, il y a Jazz Drake et il y a Scratchman. Et c'est justement ce que révèle la dernière image de cette page tout en bas à gauche où on voit que Hawkins réfléchit après sa réponse. Alors pourquoi réfléchit-il? C'est est-ce qu'il envisage, maintenant qu'il sait que Luffy a Law dans ses bagages, de le prendre dans son alliance? Puisque là maintenant, ça remonte ses chances vu que Law est avec eux. C'est une bonne question. Mais moi je vais vous dire, il y a un sujet en suspens que je vous ai parlé il y a X reviews de cela, lors de l'affrontement entre Luffy et Zoro et Hawkins lui-même. Rappelez-vous, je vous avais parlé de la malédiction qui allait frapper Zoro pendant la nuit. Là, on a vu, depuis l'affrontement Luffy versus Hawkins,
La nuit n'est pas encore tombée. Ils sont revenus au village, ils se sont fait soigner, ils sont partis directement à Bakura, ils ont foutu le dawa et ils sont revenus. Là, la nuit n'est pas encore tombée. Donc si on reste dans mon interprétation, là, le fait que Hawkins prenne un temps d'arrêt après sa réponse, ça veut dire qu'il sait qu'il a un moyen de pression sur les Mugiwara grâce à la malédiction qu'il pourrait exercer sur Zoro. En effet, si Zoro est frappé d'un mal inconnu et que seul Hawkins peut le soigner, que même notre médecin de bord, Law, ne puisse rien y faire, vous voyez, ça peut être un bon moyen de pression pour que Luffy aille directement rencontrer Hawkins lui-même. Parce que, ne soyons pas dupes, si pour Luffy, une alliance c'est de la camaraderie, pour les autres pirates, une alliance, ça a des pour, ça a des contre, et il faut toujours garder des cartes dans sa manche, comme le fait Hawkins, pour ne pas se faire défoncer par la suite par son propre allié. Donc, grâce à cette malédiction qu'il aura jetée sur Zoro, il pourra proposer une alliance aux Mugiwara en leur disant, bah voilà, si tu me trahis, bah ton bras droit Zoro, j'en ferai de la chair à pâté. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Donc, hâte de voir par la suite si cette malédiction va se faire, mais bon, en même temps, on sait que où doit se rendre Luffy dans un château hanté. Forcément, qui dit château hanté dit que ça se passe la nuit, c'est un petit peu la thématique du genre. Pour la malédiction, comme je vous l'avais dit avec Hawkins, si vous ne rappelez pas, allez voir la review qui concernait cela, ça se passe obligatoirement la nuit. Donc vous voyez, tout coïncide avec ces propos-là. Bon, maintenant les amis, revenons à la fameuse déclaration qu'a fait Luffy au village, c'est-à-dire dire que si quelqu'un demandait ce qui s'est passé, dire que c'était Luffy-Taro. Si on reste dans l'expectative que Hawkins ne révélera pas à Jack quand il arrivera que ce sont Luffy et Law qui ont causé ce bordel, et que Jack pensera, comme l'a été signalé par les sbires de Kaido eux-mêmes, que ce sont les voleurs sous la coupe de Shutenmaru qui ont mis ce bazar, là, Jack va passer en mode inquisition pour essayer de savoir qui a fait le coup et se ruer directement sur l'adversaire pour le raser. C'est son habitude, il ne réfléchit pas, il rase tout. Donc là, à Bakura, il va poser les questions, on va lui dire c'est les voleurs, mais une fois qu'il va arriver à Okobore, qu'est-ce que vont leur répondre les habitants? Ils vont leur répondre que c'est Luffy-Taro qui a fait le coup, tout simplement. Et même si les habitants ne veulent pas révéler que c'est Luffy-Taro qui a fait le coup, on a vu qu'il y a quelques gifters qui étaient présents sur place et qui ont entendu ses propres propos, donc eux-mêmes pourraient révéler cette information à Jack. Donc Jack pourrait être omnibulé par le fait d'aller retrouver ces fameux voleurs pour détruire le Luffy-Taro. En même temps, comme on l'apprend aussi ici, Luffy dit ce n'est qu'un début. Donc je pense que ce dernier va se balader de village en village tout le long de Wano en déclarant haut et fort que c'est Luffy-Taro qui est en train de foutre le bordel. Alors pourquoi fait-il ça? C'est le même principe qu'il a fait pour Bakura, c'est-à-dire je viens, j'affirme haut et fort que je suis là pour attirer l'attention des plus gros poissons. Donc là on sait que Jack débarque, Zoro est en train de se préparer pour l'affronter, vous voyez, ça c'est déjà un fait clair, mais que recherche réellement Luffy? C'est attirer l'attention de Kaido. Il en a marre, il ne veut plus chercher à faire dans la demi-mesure, là maintenant il est bienvenu pour se bastonner avec lui. Là maintenant, en déclarant partout je suis Luffy-Taro, il veut que Kaido se mette à sa poursuite, tout simplement. Il est là pour régler les choses une fois pour toutes. Enfin, pour terminer ces compléments les amis, nous allons nous demander ce qui se cache au fameux château des Kuzuki. En effet, quand on regarde le château des Kuzuki, qu'est-ce qu'on voit? On voit 6 tombes. Sur les 6 tombes, il y a d'abord le père de Momonosuke, ensuite il y a une tombe pour Momonosuke, 3 tombes pour les 3 ninjas que l'on connaît, Raiza, Kinemon et Kanjuro, et il y a encore 2 autres tombes sur lesquelles on ne voit pas le nom des samouraïs. Donc on peut se dire instinctivement, ce sont 2 autres samouraïs qui sont censés être au service de Momonosuke. Est-ce que de ce fameux château, justement, pour cacher la fuite de Momonosuke qui était parti chercher du renfort à l'étranger, on a fait croire que ces derniers étaient morts ou étaient tombés au combat et qu'il n'y avait plus rien à craindre de leur part, d'où la présence de ces fameuses tombes. Si cela est avéré, on pourrait se dire, tiens, comment ça se fait que justement Jack se soit mis à leur poursuite, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans le panneau. Donc il y a eu anguille sous roche, quelqu'un a dû révéler que ces derniers n'étaient pas morts, ou ils se sont trahis eux-mêmes par des faits qui les ont fait remarquer par les hommes de Kaido, tout simplement. Donc ça, on le verra à l'avenir. Mais justement, ce fameux château, pourquoi Law veut emmener Luffy là-bas? Eh bien, je vais vous répondre tout simplement, c'est que je pense que dans ce fameux château se terre notre fameux Kinemon. Là maintenant, Law sait que le plan est tombé à l'eau, donc il faut réorganiser les troupes, parce que Zoro qui était censé jouer au
au Ronin, au village des fleurs, s'est complètement retrouvé de l'autre côté. Bon, en même temps, connaissant son sens de l'orientation, faut pas trop demander à Zoro. Mais c'est surtout que, à cause des actions de Zoro et de Luffy lui-même, tout est tombé à l'eau maintenant. Il pense que Kaido va être au courant de la présence des Mugiwara sur Wano. Il n'a pas pris en compte l'effet Hawkins que je vous ai parlé auparavant. Maintenant, dans son cas, il doit remettre un plan au goût du jour. C'est pour ça qu'il va revoir Kinemon. Et c'est là-bas que se cache ce dernier. Un autre fait qui serait marrant, c'est que les deux fameuses tombes qui n'ont pas de nom, ça va nous révéler deux autres samouraïs qui seraient présents au château. Et peut-être que l'un d'eux a la possibilité de faire apparaître des illusions. C'est pour ça qu'ils disent tous que le château est hanté et que par ce stratagème, ils prévoyaient à la base de faire croire que l'esprit de Momonosuke et de ses samouraïs hantait les lieux pour que personne ne vienne justement se rendre sur place et que c'est là-bas même que ces deux samouraïs organisent la rébellion anti-Kaido dans les souterrains du château. Donc hâte de voir tout ça les amis, ça risque d'être prometteur, on le verra au prochain chapitre. Bon voilà les Nakama, cette revue analyse est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous laisse avec le bail habituel, pouce bleu, abonnement, partage, et puis moi les amis, je vous dis sayonara. Bombay!